Aujourd'hui, alors, on voulait parler de la culture des side hustles. C'est un job ou un travail ou un gig qu'on fait à côté de notre day job. Ce n'est pas quand tu seras grand qu'il faut t'organiser. C'est en t'organisant que tu seras grand. Donc il faut vraiment s'organiser et puis petit à petit, tu vas voir, le système va grandir et peut-être à un moment donné, tu vas décider d'investir dans d'autres systèmes qui vont t'ouvrir encore de grandes portes. On voudrait parler de ces concepts-là et de comment on peut basculer d'un travail de 9 to 5, de 9 heures à 17 heures, devenir focus sur son side hustle. On ne se lance pas dans un hustle pour le fun. C'est souvent une question de survie. En RDC, par exemple, les gens vendent des unités, ils cuisinent à la maison, ils font des coiffures dans le salon. Tout ça, c'est vraiment une démonstration de courage pur. Alors, il s'est fait que j'ai commencé à avoir beaucoup de clients. Par exemple, j'ai eu l'ambassade d'Angola qui était un de mes clients. J'avais beaucoup d'entreprises à Kinshasa qui étaient mes clients pendant que j'avais un travail de 9 to 5. Et la situation était devenue insupportable pour moi parce que mon travail d'à côté grandissait. Il y avait ces clients qui avaient besoin de moi tout le temps et je pouvais pas toujours répondre à leurs besoins parce que j'avais un travail et je devais être là de 9 heures à 17 heures. Hmm. Et ça m'empêchait en fait d'évoluer jusqu'à ce que je prenne la décision d'arrêter avec ce travail et de me concentrer à 100% sur mon propre business, mon travail d'à côté, mon side hustle. Moi, je dirais, ce n'est pas parce que on aime ce qu'on fait que ça va grandir tout seul. Ce n'est pas parce qu'on est passionné par quelque chose que ça va être une entreprise durable. Il faut avoir ce mindset de non seulement avoir du courage de faire ce qu'on aime, mais aussi arroser ou investir dans ce qu'on aime, mais le plus important, structurer son activité. Donc tu vois que le side hustle peut devenir plus grand. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises aujourd'hui, ils vont te dire, ouais, j'avais commencé ça comme un side hustle. Maintenant, ça rapporte autant parce que je suis allé à fond. Tu ne peux pas simplement laisser ton travail principal quand tu n'es pas encore sûr. Mhm. Mais quand tu sens que ça commence à déjà à rapporter, et salut Jean-Marc, comment tu vas? Salut David, je vais très bien. Et toi? Oui, ça a été. Ça a été une bonne semaine. On a eu un jour férié. Le premier, ça nous a donné le temps de nous reposer. Ah, c'est bien. En Angleterre, le premier, c'est pas un jour férié. Et c'est le lundi qui suit le 1er mai qui est un jour férié. Et ça s'appelle le Bank Holiday. Donc, A ça bank sera holiday. demain. Ouais, ça sera plutôt demain qu'on aura un jour férié. Demain, c'est C'est le un long 5, non? week-end. Ouais, demain, c'est le 5 mai. Ouais, mais bon, même si ça tombe un lundi, le 1er mai, c'est pas un jour férié ici. C'est toujours le lundi qui suit le 1er mai Hmm. qui est un jour férié. Ok. Pas mal plutôt. Ah, mais c'est cool. Aujourd'hui, alors, on voulait parler de la culture des side hustles. C'est un job ou un travail ou un gig qu'on fait à côté de notre day job, de Hmm. notre travail qu'on appelle le 9 to 5, de 9 heures à 17 heures. C'est pour ceux qui travaillent à ces heures-là, par exemple. Et aujourd'hui, il y a cette culture qui Mhm. Mhm. On voudrait parler de ces concepts-là et de comment on peut basculer d'un travail de 9 to 5, de 9 heures à 17 heures, devenir focus sur son side hustle. C'est quels sont le processus, par exemple, quelles sont les étapes pour que votre side hustle, votre activité d'à côté devienne votre activité principale. Okay? Dans le contexte, par exemple, de l'Afrique, où le taux de chômage est élevé, n'est-ce pas? Et Mhm. où vous avez une économie euh, pas très sûre, avec les opportunités numériques aujourd'hui, les activités d'à côté, c'est quelque chose que beaucoup de gens sont en train de faire maintenant.
Et alors, on voudrait discuter dans cet épisode quelles sont ces activités d'à côté que l'on fait pendant qu'on a un travail et comment est-ce qu'on peut passer de juste une activité à côté et que ça devienne quelque chose de principal d'entrée pour nous. Oui, c'est un sujet qui, je dirais, qui concerne presque tout le monde au pays, hein. Je veux dire au Congo et en Afrique en général. Comment passer du hustle au business? Et je crois que c'est un sujet très important parce que ça pourra contribuer à la réduction du chômage. Comme tu as pu le remarquer à Kinshasa, par exemple, il y a des gens qui font beaucoup de petits boulots improvisés. Maintenant, l'idée de passer de ces petits boulots à une entreprise structurée et durable pour non seulement avoir plus d'impact, mais aussi contribuer à l'économie. Je crois que c'est une conversation importante qu'on doit avoir. Parce qu'on doit être honnête. Au Congo, par exemple, quand on dit je me débrouille ou quand on dit article 15, c'est souvent le code pour dire je suis CEO de moi-même, mais sans papier et sans structure. Ce que moi j'admire chez le Congolais, c'est le fait qu'ils sont très résilients. Ils ont beaucoup d'énergie, même dans le side hustle, mais ils ont peut-être du mal à structurer ça. Et donc, je crois qu'on a bien choisi le thème pour aider ceux qui sont dans cette situation à structurer leur entreprise. Ouais, euh, le numérique, les avancées technologiques ont été un des catalyseurs de ces side hustles, de ces activités à côté, par exemple. Disons, on a quelqu'un qui travaille à la banque ou qui travaille, je ne sais pas moi, qui est professeur, par exemple, mais à côté, ils ont leurs activités. En Afrique, parfois, c'est des activités, par exemple, c'est le commerce. Hmm. Et par exemple, ils ont une boutique à côté, ils ont une pharmacie à côté. Mais avec la montée, par exemple, de nouvelles technologies, on a vu naître une nouvelle catégorie de ces side hustles, de ces activités. Par exemple, maintenant, on a des influenceurs, Instagram, TikTok. On a des gens qui font, par exemple, des chaînes YouTube, qui sont devenus ces side hustles, ces activités. Les numériques, par exemple, le barrière d'entrée dans le domaine des numériques est vraiment très bas, Très bas, ce oui. qui permet à beaucoup plus de personnes d'embrasser cette culture. Parce que si on revient, par exemple, dans ces activités d'à côté qui demandent, par exemple, pour commencer, par exemple, le commerce, beaucoup de gens ne pourraient pas prendre ces risques. Avec la technologie, les barrières d'entrée sont tellement très basses, ça permet à beaucoup de gens, par exemple, de tenter leur chance, d'essayer quelque chose sans pour autant risquer euh, de l'argent pour commencer un business. Hmm. Et c'est ce qui nous amène, par exemple, dans cette culture. C'est quoi l'état d'esprit du hustle? C'est quoi l'état d'esprit de ces activités d'à côté, si on peut le dire comme ça? Moi, d'après ce que j'ai observé en RDC spécifiquement, en Côte d'Ivoire où je suis, on ne se lance pas dans un hustle pour le fun. C'est souvent une question de survie. En RDC, par exemple, les gens vendent des unités, ils cuisinent à la maison, ils font des coiffures dans le salon. Tout ça, c'est vraiment une démonstration de courage pur. Et ça, c'est une force, le courage. La mentalité, déjà, c'est cette résilience et ce courage qu'on voit chez les entrepreneurs ou chez les professionnels qui font un side hustle. Mais comme toute force mal canalisée, ça peut aussi brûler, ça peut aussi te perdre. Et donc, il y a certains pièges. C'est vrai que la mentalité qu'il faut avoir, c'est la mentalité du courage, c'est la mentalité de la résilience, c'est la mentalité de travailler dur. Mais le piège, c'est que en travaillant dur, tu sais pas nécessairement où va l'argent. En travaillant dur, tu n'as pas la structure nécessaire pour contrôler ce que tu fais à côté de ton 9 to 5. Tu vois? Et l'autre piège, c'est le fait qu'on fait tout soi-même. Et on peut tomber dans le piège de ne plus dormir, par exemple. Or, dormir, c'est important. L'autre piège, c'est de grandir, mais sans stratégie.
Prenons l'exemple d'une dame qui a un side hustle qui est par exemple coiffeuse. Et pendant la journée, elle est caissière dans une banque. Et le soir, elle est coiffeuse au quartier. Elle peut grandir, son business, son activité à côté peut grandir, mais si elle ne prend pas à un moment donné la décision de la structurer, elle n'a pas de stratégie, elle n'a pas de vision. Ça devient un piège. Pire encore, quand on est dans cette situation, c'est vrai que le mindset qu'il faut avoir, c'est toujours le courage, mais on n'ose pas nécessairement dire qu'on est entrepreneur. On n'ose pas nécessairement dire qu'on est entrepreneur tout simplement parce que on n'est pas structuré. Tout simplement parce que de manière formelle, on travaille quelque part, mais on est dans l'informel. On a un peu cette peur. Dans certains contextes, ça passe, mais si l'important c'est de structurer, si on est dans un contexte qui est très réglementé, il faut à un certain moment changer et changer de cap et puis structurer. Pour résumer, la mentalité, selon moi, qu'il faut avoir, c'est la mentalité de résilience et de courage. Je ne sais Non, pas mais pour toi. tu as abordé des pièges, par exemple, et en y pensant, je me dis, prenons l'exemple de la personne qui est caissière à une banque et coiffeuse, par exemple, à la maison. Mhm. Et son activité d'à côté, qui est la coiffure, commence je sais pas moi, à augmenter. Il y a beaucoup plus de clients. Ça fait en sorte qu'il est très étiré après son travail de 9 to 5. Mhm. Et elle rentre à la maison. Il y a toute une ligne qui attend, par exemple, ses services. Tu vois? Et elle va travailler comme ça jusqu'à 23 heures, minuit. Elle est très fatiguée. Le lendemain, elle doit rentrer, travailler à la banque. Parce que le travail de la banque lui donne cette assurance. C'est un salaire garanti. Elle n'a pas encore besoin de lâcher, ses travails-là et se concentrer à son travail d'à côté qui est, un salon de coiffure. Tu vois? Et je pense à ça, ces pièges-là, beaucoup de gens, moi, par exemple, personnellement, j'avais un travail de 9 to 5, au Congo, et j'avais un travail d'à côté. Pour moi, le service, c'était, par exemple, c'était de créer des sites internet, des sites web, créer des applications, les services, informatiques. Alors, il s'est fait que j'ai commencé à avoir beaucoup de clients. Par exemple, j'ai eu l'ambassade d'Angola qui était, un de mes clients. J'avais beaucoup d'entreprises à Kinshasa qui étaient mes clients pendant que j'avais un travail de 9 to 5. Et la situation était devenue insupportable pour moi parce que mon travail d'à côté grandissait. Il y avait ces clients qui avaient besoin de moi tout le temps et je pouvais pas toujours répondre à leurs besoins parce que j'avais un travail. Je devais être là de 9 heures à 17 heures Mhm. et ça m'empêchait en fait d'évoluer jusqu'à ce que je prenne la décision d'arrêter avec ce travail et de me concentrer à 100% sur mon propre business, mon travail d'à côté, mon side hustle. Donc c'est un piège, beaucoup de gens se retrouvent dans. Mais maintenant, comment est-ce qu'on passe c'est juste une passion, par exemple. Si on prend mon exemple ou de cette dame qui est caissière, par exemple, à la banque, coiffure, c'est juste une passion. Pour moi, par exemple, faire des services informatiques, c'était juste une passion. Mais comment est-ce qu'on passe de cette passion-là à un processus, à quelque chose de structuré? Mhm. Ça, c'est une très bonne question. Moi, je dirais, ce n'est pas parce que on aime ce qu'on fait que ça va grandir tout seul. Ce n'est pas parce qu'on est passionné par quelque chose que ça va être une entreprise durable. Il faut avoir ce mindset de non seulement avoir du courage de faire ce qu'on aime, mais aussi arroser ou investir dans ce qu'on aime, mais le plus important, structurer son activité. Mais avant d'arriver à la structuration, je crois qu'il y a des étapes qu'il faut suivre, à mon avis. D'abord, il faut définir le modèle économique de l'entreprise. Si on prend l'exemple de la dame qui travaille à la banque, ou même ton exemple, toi, tu avais un travail qui te prenait du temps, de 9 heures à 5 heures du soir, et puis après, à côté, le soir, je ne sais pas si tu manquais de sommeil,
mais tu faisais ton side hustle le soir. L'autre piège, c'est peut-être de dire, ah, je fais mon side hustle au détriment de mon boulot. C'est ça aussi le piège. Mais l'étape que je voudrais souligner ici, c'est la définition du modèle économique. Et dans la définition du modèle économique, il y a un certain nombre de questions à se poser. La première question, c'est quel est le problème qu'on essaye de résoudre? Pour toi, c'était peut-être des problèmes informatiques, des problèmes techniques qu'il fallait résoudre. Et aussi, c'est qui ton client? Est-ce que c'est des personnes qui travaillent au sein des entreprises? Est-ce que c'est des particuliers? Est-ce que c'est des entreprises? Est-ce que c'est des étudiants? Ou est-ce que c'est un groupe de femmes ou un groupe d'hommes? Définir dans la définition du modèle économique, il faut définir c'est qui le client. Et la troisième question qu'il faut se poser, c'est comment tu gagnes de l'argent. C'est-à-dire, c'est vrai que tu fais ton side hustle par passion, tu crées des sites web, mais comment tu gagnes de l'argent en créant des sites web? Est-ce que c'est en vendant, par exemple, domaine aux clients ou est-ce que c'est en hébergeant les clients? Peu importe comment tu gagnes de l'argent, il est important de le définir. Mais aussi, le plus important, je dirais, tu gardes combien d'argent dans ce que tu gagnes. Parce que dans tout ça, il faut tenir compte des facteurs, du facteur temps, le temps que tu mets à travailler sur ton side hustle, et aussi l'argent que tu investis dans ton side hustle, et tout ça, et pour le niveau de difficulté du side hustle. Ces trois éléments-là, ils sont très importants avant de décider, par exemple, structurer ton side hustle. Donc, je dirais la première étape, c'est vraiment de définir le modèle économique en se posant un certain nombre de questions. Et tu peux aussi faire un business, un model. Il y a des outils gratuits qui existent. Par exemple, le Business Model Canvas, c'est gratuit et simple. On peut le trouver sur Internet. Tu tapes sur Google Business Model Canvas. C'est un outil que tu peux remplir et puis répondre à un certain nombre de questions. Après, quand tu es prêt vraiment, quand tu te sens vraiment prêt à avancer, à structurer, tu peux enregistrer ton entreprise, même en tant qu'entreprise individuelle. D'enregistrer ça, c'est déjà un pas important. Non seulement ça te permet d'ouvrir un compte bancaire professionnel, mais aussi ça te permet d'avoir des contrats avec des structures sérieuses et même à postuler à des financements auprès des organes qui accompagnent les entrepreneurs dans ce sens-là. Ça te permet aussi d'aller au guichet unique. Justement, le guichet unique, c'est là où il faut aller pour se renseigner et s'enregistrer. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si tu as des commentaires à faire sur les deux étapes importantes avant de continuer. Il y a plusieurs étapes, hein. On peut continuer à parler des autres étapes. Oui, les autres étapes. Bon, là, je parle un peu de mon expérience personnelle parce que moi, je suis un ancien fonctionnaire des Nations Unies, RH. J'ai fait RH depuis 2007, c'est mon métier. Mais à côté, je donnais des conseils de carrière aux gens. Donc, c'était un peu comme mon side hustle. Au début, je le faisais un peu gratuitement. Les gens qui venaient vers moi, qui avaient besoin de conseils sur comment répondre aux questions d'entretien, sur comment planifier sa carrière, sur comment interagir avec son manager quand tu as des problèmes. Donc, je donnais des conseils comme ça gratuitement. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais attends, je peux gagner un peu d'argent à côté sans nécessairement être dans une situation de conflit d'intérêts. Donc, je peux gagner de l'argent à côté. Et puis, j'ai suivi la première étape qui consistait à définir mon modèle d'affaires. Qui sont les personnes qui venaient vers moi? Je l'ai bien défini. C'était généralement des personnes en transition de carrière. C'était généralement des personnes qui venaient d'occuper un nouveau poste managérial. C'était généralement des jeunes aussi qui n'avaient jamais travaillé, qui avaient besoin de conseils pour réussir dans le monde du travail.
Et donc, ce sont les 2 premières étapes que j'ai suivies. Et la troisième étape, après avoir enregistré une entreprise en tant qu'entreprise individuelle, la troisième étape, c'est vraiment acquérir les rudiments de la gestion financière. Parce que la gestion financière, c'est extrêmement important. Pour ceux qui ne peuvent pas investir dans des systèmes en ligne, vous pouvez même utiliser un carnet. Vous pouvez commencer avec un carnet où vous notez les entrées, les sorties chaque semaine et vous n'avez pas besoin d'un bac plus 5 pour faire ce genre de choses. Mais aussi, il y a des applications simples comme Wave ou encore WhatsApp for Business pour envoyer des factures aux clients potentiels. Donc là, déjà, c'est une étape importante qui te permet à organiser. Un autre point important, c'est qu'il faut faire la différence entre les finances personnelles et les finances professionnelles. Moi, j'ai enregistré mon business aux États-Unis, donc bon, je peux le gérer à partir de n'importe quel endroit au monde. Et là, on insiste sur la nécessité de faire la part des choses. Tu peux pas, par exemple, faire une dépense personnelle avec l'argent du business. Bon, ça, c'est un principe de base. Mais c'est important de le souligner quand même pour ceux qui veulent structurer leur business. J'ai vu des gens qui ont des side hustles, mais qui confondent entre finances personnelles et finances du business. Parfois, ils prennent l'argent, il a un besoin personnel ou la famille a besoin de quelque chose, il prend l'argent dans son side hustle. Et c'est un gros piège à éviter. Et donc, il faut vraiment structurer à la part des choses. Quatrième étape, c'est vraiment faire un branding et avoir une présence en ligne. Aujourd'hui, on est dans une ère où si tu n'es pas vu en ligne, on ne te connaît pas. C'est vrai, tu peux avoir un petit bureau au quartier ou un petit local au quartier, mais il faut absolument être en ligne. Il faut que les gens connaissent ton nom, il faut que les gens reconnaissent ton logo, il faut aussi qu'ils reconnaissent ton identité. Et aujourd'hui, il y a Canva, par exemple, qui est gratuit. Et avec Canva, tu peux créer des logos, tu peux avoir une identité en ligne un peu plus stylée que beaucoup d'agences marketing. Il y a aussi WhatsApp Business. Tu peux utiliser WhatsApp pour tes messages personnels, mais tu peux aussi l'utiliser pour vendre tes services. Et WhatsApp, aujourd'hui, tu peux utiliser certaines options de WhatsApp pour créer, par exemple, un catalogue de produits ou de services que tu vends. Mais le plus important, c'est vraiment de te faire voir. Tu dois te faire voir, mais proprement. Il ne faut pas te faire voir à tout prix, comme on voit certains influenceurs sur Instagram ou TikTok. Mais il faut vraiment se faire voir et faire connaître son business. Bon, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Je dirais, la cinquième étape, c'est vraiment systématiser ton business. Parce que une chose que j'ai apprise en tant que consultant individuel, c'est vraiment mettre en place des systèmes qui peuvent fonctionner sans que tu sois là. Tu vois, tu mets en place, par exemple, la prise de rendez-vous. Par exemple, quand tu écris dans mon cas, par exemple, lorsque j'écris un article pour parler un peu de ce que j'offre comme service, parler du coaching, par exemple, d'accompagnement au développement de carrière ou d'accompagnement des managers ou d'équipes, je mets toujours un lien à la fin. Avec ce lien-là, typiquement, quelqu'un qui prend un rendez-vous, il entre dans mon CRM. Le CRM, c'est un système de gestion de clients. Donc, tous ceux qui prennent rendez-vous, je peux les qualifier comme des clients potentiels ou juste quelqu'un qui veut savoir ce que je fais. Mais le but, c'est vraiment de qualifier les leads. Quand tu prends quand tu gères tous ces clients, toutes ces demandes de rendez-vous dans une CRM, le but, c'est vraiment de qualifier
chaque client potentiel, de le transformer en client qui paye. Parce que c'est juste la première étape, la prise de rendez-vous, c'est juste la première étape, la prise de contact où tu discutes avec un client potentiel, tu comprends ses besoins, après tu vas le gérer dans le système. Et vraiment, résumé, la cinquième étape, c'est vraiment mettre en place un système qui te permet de gérer les clients, qui te permet de les suivre pour ne rien laisser au hasard. C'est très important de le faire. Tu peux par exemple utiliser Canva pour tes visuels si tu es quelqu'un qui organise des formations en ligne. Canva a une option gratuite. Tu peux utiliser des outils comme Notion ou Trello pour gérer les projets, gérer tes process. Pour le cas du Congo, par exemple, pour la gestion des finances, tu peux utiliser M-Pesa ou Orange Money pour gérer les finances. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a beaucoup d'applications qui existent pour les entrepreneurs individuels et ces applications leur permettent de gérer l'argent, recevoir des paiements des clients. Aussi, la moralité, c'est que ce n'est pas quand tu seras grand qu'il faut t'organiser. C'est en t'organisant que tu seras grand. Donc, il faut vraiment s'organiser et puis petit à petit, tu vas voir, le système va grandir et peut-être à un moment donné, tu vas décider d'investir dans d'autres systèmes qui vont t'ouvrir encore de grandes portes. Et la petite sagesse que je voudrais, ce sont les 5 étapes qui me viennent en tête maintenant là, que vous pouvez mettre en place si vous voulez passer du hustle au business. Voilà, je vais m'arrêter là pour que tu partages aussi ce que toi tu fais. Moi, si je puise dans ma propre expérience, par exemple, c'est que quand on veut passer juste du hustle à une structure, souvent c'est quand on a beaucoup sur son assiette. Hmm. Ça veut dire que notre activité d'à côté commence à avancer, on commence à avoir beaucoup de clients et ça fait que nous n'avons plus le temps de nous départager entre notre travail du jour le jour et c'est le moment peut-être de commencer à penser à structurer la chose de manière assez que qu'on l'agrandisse. Et souvent quand on fait le travail d'à côté, ces activités d'à côté que l'on fait, on est seul, Hmm. n'est-ce pas? On est seul jusqu'à un point où on a peut-être besoin d'aide d'autres personnes. Dans mon cas, par exemple, c'était la même chose. Et après, je n'arrivais pas à me départager, j'ai fait appel à quelques amis pour m'aider dans ces domaines-là, pour commencer à suivre quelque chose, certaines choses. Par exemple, quand je devais avoir rendez-vous avec certains clients et que je pouvais pas être là parce que je suis au travail. Mhm. Ouais. Et moi, dans mon expérience, et à l'époque, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils. Par exemple, tu as cité certains outils comme Canvas. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Et avec l'intelligence artificielle, il y a même un investisseur qui disait, aujourd'hui, on est capable de gérer toute une entreprise qui rapporte 1 milliard de dollars tout seul. On n'a plus besoin de grandes équipes, par exemple une équipe marketing, une équipe de designers, des éditeurs de vidéos. Tu peux avoir tout ça avec l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'outils qui sont là, qui peuvent t'aider. Tu as parlé du branding, par exemple, l'identité de ton entreprise, créer un logo, créer des images, par exemple, créer des affiches pour son entreprise. On n'a plus nécessairement besoin de designers pour nous faire ces choses-là. Car à mon époque, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, tu devais nécessairement avoir quelqu'un pour te créer un logo. Aujourd'hui, tu peux juste utiliser l'intelligence artificielle, tu lui dis exactement ce dont tu as besoin et ça te génère un logo, tu vois. Et aujourd'hui, on n'a plus beaucoup d'excuses pour ne pas se lancer dans certaines activités. Quand on a quelques compétences, on a certaines choses, on peut se lancer. Et tu as dit que souvent dans le contexte africain, les side hustles, c'est pas pour le fun toujours, c'est pas juste pour s'amuser, Mhm. c'est vraiment pour essayer de s'en sortir. Et dans ces cas-là, il n'y a plus d'excuses pour dire que voilà, je ne peux pas faire ça parce que il me faut une équipe ou il me faut des capitaux. Aujourd'hui, on peut monter une entreprise qui remporte des millions et en commençant par zéro comme capital. Mhm.
On a beaucoup d'outils gratuits qui sont là, qui peuvent vous aider à faire tout ce que vous devez faire. Vous pouvez avoir une équipe marketing de professionnels, de designers, euh, de commerciaux, pardon, juste en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, cette structure-là, on peut la créer, enregistrer l'entreprise. Tu as parlé de définir son modèle économique. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que notre structure propose? Quel service? C'est quoi notre modèle économique? Comment est-ce que nous gagnons de l'argent? C'est en vendant un produit, en vendant un service, par exemple, et enregistrer une entreprise pour paraître professionnel, parce qu'il y a certains organismes qui ne traitent qu'avec des entreprises qui sont reconnues par le gouvernement. C'est la même chose, par exemple, même en Angleterre, on a ce qu'on appelle le company house. Mhm. Et je ne peux pas faire du business avec quelqu'un, avec une entreprise, avant que je ne puisse vérifier auprès du company's house si c'est vraiment une entreprise qui est légale. C'est une entreprise qui est reconnue par les gouvernements. Donc, c'est un point important. Toujours penser à enregistrer son entreprise parce que ça donne euh, c'est- cette confiance aux potentiels clients qui voudraient voir que vous êtes légal, que vous opérez. Et aussi, par exemple, moi, à mon époque, j'ai dû employer une amie qui était comptable parce que je connaissais pas les finances et je savais que c'est une partie importante de l'entreprise. Parce que après, il faut payer les impôts, les taxes, tout ce qui concerne le finance. J'ai trouvé quelqu'un, une amie à moi, qui avait de l'expérience et qui était encore à l'université. Et je devais pas le payer beaucoup d'argent parce qu'elle était encore étudiante à l'époque. Donc, tu vois, c'est des opportunités comme ça qu'on trouve, on essaye de trouver des personnes qui peuvent nous aider à avancer. Donc, voilà. Maintenant, il y a une chose, quand la structure commence à réussir, ça commence à avancer, c'est quoi l'état d'esprit ou la discipline maintenant qu'on doit avoir? Parce que si, par exemple, ton travail, ton activité d'à côté, ton side hustle commence à rapporter plus que ton travail de 9 à 17 et que tu décides maintenant, par exemple, d'arrêter ce travail-là et d'aller à fond avec ton business, c'est quoi l'état d'esprit que tu dois avoir maintenant? Parce que là, maintenant, tu es entrepreneur. Alors, il faut faire très attention avant de lâcher le business. Pardon, avant de lâcher ton travail principal. Il faut être vraiment réaliste. Si le business ne paye pas assez pour couvrir le minimum, c'est pas la peine de se lancer en solo. Bon, c'est vrai qu'il faut prendre des risques, mais il faut prendre des risques mesurés. Je vais répondre à ta question sur l'état d'esprit qu'il faut avoir à ce moment-là. Mais c'est important de poser ces bases. Quelqu'un qui me disait, il faut toujours utiliser la politique du singe. Tu vois, le singe, quand il grimpe sur les arbres, avant de lâcher la branche, il doit avoir attrapé l'autre branche pour lâcher. Donc, c'est la même politique qu'il faut utiliser. Tu ne peux pas lâcher complètement le travail qui permet de payer tes factures pour un business qui n'est pas encore viable. Et donc, il faut vraiment définir la viabilité du service ou du produit que tu vends. Il faut faire ce qu'on appelle le MVP, Minimum Viable Product. Si ton MVP te permet de répondre à des besoins de clients qui puissent couvrir au moins le maximum de tes charges, là, tu peux prendre le risque. Il faut aussi avoir fait une étude de marché pour voir quels sont les besoins des clients et déterminer la viabilité de ton business. Cela étant dit, on passe vraiment à l'état d'esprit qu'il faut avoir. Alors, l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui va résoudre un problème, pas l'état d'esprit de quelqu'un qui est à la recherche de l'argent. Parce que si tu as cet état d'esprit de dire, oh, je suis en train de vouloir accumuler de l'argent, tu risques aussi de te cogner la tête contre le mur. Donc c'est vraiment important de garder cet état d'esprit et se dire, je suis là pour résoudre un problème spécifique. Et comment je résous ce problème?
en vendant un produit, en rendant mes services. Je dirais, tu peux avoir les meilleurs outils, mais si tu n'as pas la discipline, tu risques de tourner en rond. Donc, au-delà de l'état d'esprit de se dire, je suis en train de résoudre un problème, tu dois avoir la discipline dans la gestion du temps surtout. Parce que le temps, comme les Américains le disent, le temps, c'est de l'argent. Comment tu gères ton temps peut déterminer la réussite ou l'échec du business. Si tu continues à travailler de 9 heures à 17 heures, que fais-tu, par exemple, de 18 heures à 21 heures? Est-ce que tu fais Netflix ou est-ce que tu réfléchis sur comment vendre tes services? Est-ce que tu réfléchis sur est-ce que tu vas, par exemple, participer à des événements pour rencontrer les clients potentiels? Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés dans ce sens-là. L'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est un, je suis là pour résoudre un problème, et deux, le temps, c'est de l'argent. Pas littéralement, mais il faut savoir gérer son temps. Il faut savoir se gérer soi-même pour faire avancer son business. C'est ça aussi. Oui, c'est vrai, mais il faut faire attention aussi. Avant, je travaillais beaucoup aussi, hein. Surtout quand il faut créer du contenu. À un moment donné, j'étais très occupé à créer du contenu de formation que je mets sur mes plateformes en ligne. Mais j'ai appris une chose, il faut pas tuer la poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or, c'est la poule qui te donne tout ce que tu obtiens comme argent, comme succès. Mais si tu te tues toi-même au travail, ça sert à rien. Donc il faut vraiment prendre le temps de se reposer. Il faut être productif sans être nécessairement actif. Il ne faut pas confondre productivité et activité. Il faut vraiment mettre en place des systèmes qui te permettent d'être au top en termes de productivité, mais aussi au top en termes d'énergie. Parce que si tu es très productif au détriment de ta propre santé, ça sert à rien. C'est des choses il faut vraiment prendre conscience de ça et puis se reposer suffisamment, travailler suffisamment. Parfois, tu peux travailler jusqu'à minuit, mais ça ne doit pas être la norme. Il faut avoir une raison pour travailler jusqu'à minuit. Par exemple, si moi, par exemple, je travaille mieux le soir. Quand c'est nécessaire, il m'arrive de travailler jusque tard, mais j'ai arrêté de faire de ça. C'est vrai que Elon Musk peut le faire, mais moi, je peux plus me permettre ça. C'est vraiment important de prendre conscience de ça. Ouais. Non, au début, quand on essaie de développer l'entreprise, on Ouais, peut mettre plusieurs heures de c'est travail. ça. Ça veut pas dire 80 heures comme Elon Musk, Mhm. mais il faudrait se donner à fond pour que l'entreprise puisse décoller. Absolument. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui est important pour toi, c'est quelque chose, c'est un travail de la vie, quelque chose qui t'obsède, par exemple, il faut donner du temps, il faut des sacrifices, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que tu sacrifies ta famille ou tu sacrifies ta santé. Mhm. Simplement dire, on réduit les distractions, par exemple. Parce que beaucoup de gens se plaignent, se disent, oh ouais, j'ai pas le temps pour faire ça ou ça. Mais quand tu regardes comment ils gèrent leur temps, ils perdent beaucoup de temps sur leur téléphone, ils perdent beaucoup de temps dans des distractions à regarder la télé, alors que ces temps-là peuvent être utilisés pour faire des activités qui produisent quelque chose de bien, par exemple, ou bien donner du temps pour son entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se distraire, mais chaque chose a son temps. Il y a un temps dans la vie où il faut se donner à fond, et il y a un temps dans la vie où il faut se reposer. Donc, beaucoup de gens préfèrent travailler pour quelqu'un d'autre parce que c'est un salaire assuré et tu travailles de 9 heures à 17 heures, tu ne mets pas beaucoup de temps, mais quand tu dois travailler pour toi-même, c'est le trade-off. Il y a une balance. Quand tu travailles pour toi-même, tu dois travailler beaucoup plus de heures et tu dois faire beaucoup plus de sacrifices. Mais le retour, la récompense, elle est plus grande que quand tu travailles pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est des trade-offs qu'il faut arriver à faire.
Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Et je peux ajouter à cela que dans le monde actuel, j'étais en train de suivre une vidéo ce matin sur le nombre d'entrepreneurs. On les appelle les self-employed aux États-Unis. Ceux qui veulent être self-employed, ils sont à 90%. Mais la réalité, c'est que il y a que 6% qui sont self-employed. C'est bizarre. Moi, j'étais très choqué d'apprendre de voir ces statistiques. Ça veut tout simplement dire que les gens ont peur de se lancer. Ils ont un travail où ils travaillent de 9 heures à 17 heures et puis un side hustle qui ne formalise pas. Ils ont vraiment peur de se lancer. Mais à un moment donné, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus trop hésiter ou trop réfléchir. Il faut se lancer et prendre le risque et puis apprendre de ses erreurs. Mhm. On ne doit pas prendre des risques juste pour prendre des risques. Il faut prendre des risques mesurés. Il faut vraiment, comme je l'ai dit, assurer qu'il y a un besoin, un vrai besoin de tes services ou bien de tes produits avant de se Mhm. lancer à 100%. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui promeuvent justement cette culture où même au boulot, tu dis, ah, j'ai un side hustle, mais ça ne veut pas dire que je néglige mon boulot. Je fais très bien mon boulot, mais j'ai un... Oui, je disais, qu'est-ce que je disais? Aujourd'hui, on accepte, c'était pas un temps que tu avais un side hustle, on disait que tu Mhm. d'accepter que les gens fassent un side hustle pour révéler leur talent dans des domaines où, dans des domaines où ils excellent. Peut-être que c'est dans ces domaines-là, ils n'ont pas peut-être l'opportunité de révéler leur talent là où ils travaillent. Et donc, ils sont obligés de le révéler ailleurs dans un side hustle. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté qu'il y a 20 ans, par exemple, de le faire. Et donc, je dirais que c'est vraiment une opportunité à saisir. Tu peux même formaliser. Il y a des mécanismes plus souples pour ceux qui formalisent leur side hustle, où tu peux vraiment travailler de manière formelle avec ton side hustle, même si tu n'y es pas à 100% ou à temps plein, tu peux formaliser ça et puis voilà, la vie, le monde du travail change. Même la définition du travail change. Donc, c'est ce que je peux dire. Formalisez vos side hustles, vraiment révélez vos potentiels, mais faites attention quand même. La règle que les gens suivent, c'est si ton side hustle peut couvrir une année de ton salaire, Hmm. c'est à ce moment-là que tu peux quitter. Tu peux quitter ton boulot principal. Si ton side hustle est à mesure de couvrir une année de ton salaire, parce que ça te donne, si ça peut déjà couvrir une année de ton salaire, ça veut dire que c'est une opportunité que tu dois poursuivre à fond. C'est à ce moment-là que tu peux peut-être arrêter ton travail principal et aller à fond sur ton side hustle, les structurer et que ça devienne un business. Si tu as peur, par exemple, de quitter ton travail principal, tu peux toujours amener d'autres personnes à bord de ton side hustle et tu as des gens qui gèrent cette partie de toi pendant que toi tu es concentré aussi à ton boulot principal jusqu'à ce que tu te sentes prêt à quitter. C'est comme tu as dit, tu peux pas simplement quitter parce que tu commences à voir que ça va quand même dans la bonne direction. Tu dois être sûr que tu peux couvrir tes dépenses et si ton side hustle peut couvrir déjà une année de ton salaire, c'est déjà un bon point, un bon départ pour se donner à fond. Oui, tu vois, tu dis que si ton side hustle peut couvrir au moins une année de son salaire, à condition que ce soit structuré. Parce que je dirais que c'est rare de voir des side hustles qui couvrent au moins une année de salaire dans l'informel. Je sais pas. Ouais, donc si on prend les technologies, par Ouais. exemple, il y a des side hustles qui peuvent aller. Je connais des gens qui sont par exemple sur Fiverr. On a parlé de ça l'autre fois. Upwork, qui sont des freelance, ce sont des plateformes freelance où tu crées juste un profil. Tu dis par exemple ce que tu es capable de faire
Et il y a des clients potentiels qui viennent, qui ordre les choses sur ton profil. Et il y a des gens qui font des millions de dollars en ligne comme ça. D'abord, sans avoir une entreprise formelle. Non, sans avoir une entreprise formelle, juste sur cette plateforme, il y a des gens qui ont fait 1 million de dollars. Donc, tu vois que le side hustle peut devenir plus grand. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises aujourd'hui, ils vont te dire, ouais, j'avais commencé ça comme un side hustle. Maintenant, ça rapporte autant parce que je suis allé à fond. Tu ne peux pas simplement laisser ton travail principal quand tu n'es pas encore sûr. Mais quand tu sens que ça commence à déjà à rapporter, et comme je t'ai dit, il y a des gens qui gagnent des millions juste sur des plateformes comme Upwork, Fiverr, qui gagnent des millions de dollars aux services qu'ils sont en train de rendre comme ça. Donc, c'est à ces moments-là que tu peux te dire, OK, c'est le moment peut-être de prendre cette direction et d'arrêter avec mon travail principal, de me focaliser, de mettre beaucoup plus d'énergie dans mon side hustle et de les structurer, comme on a dit au début, de définir les modèles économiques, enregistrer les business et aller à fond, quoi. Ouais, ouais. Je vais juste faire un petit commentaire sur le fait de se faire aider. Moi, j'utilise un principe simple. Ça sert à rien de recruter toute une équipe de 20 personnes ou même de 10 personnes. 10 personnes, c'est beaucoup pour un side hustle. Tu peux avoir juste 3 personnes. Parce que j'ai lu un livre là sur how to grow, et je recommande vraiment ce livre, hein, How to Grow Your Small Business. C'est un livre qui a été écrit par Donald Miller. Recording stopped. C'est revenu. Alors, il écrit dans son livre que le business, c'est un peu comme un avion où tu as un moteur à gauche. Le moteur à gauche, c'est les ventes. Le moteur à droite, c'est les marketing. Et puis, le pilote, c'est le business. Donc, tu peux juste créer une petite équipe, une personne en charge du marketing, une personne en charge des ventes et une personne en charge des finances. Et puis une autre personne en charge de la direction de business. Tu n'as pas besoin d'une trop grande équipe pour faire démarrer ton business. Une petite équipe de 4 personnes minimum, 5 personnes maximum, de chapeauter les fonctions essentielles de ton business pour décoller. Ça sert à rien d'investir. Et puis ces personnes-là, elles peuvent même être remplacées par l'intelligence artificielle. L'intelligence. Comme tu l'as dit, moi j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour ma comptabilité. Donc, si je dois par exemple générer mon PNL à la fin de l'année, j'ai pas besoin d'un comptable pour ça. Tu vois, j'ai juste un système, je prends tous mes relevés bancaires de l'année, j'exporte ça dans ce système et ça me donne un rapport de PNL. Tu vois, j'ai pas besoin d'un comptable pour ça. Donc, c'était juste pour ajouter le fait que on peut faire plus avec moins en termes de gestion euh, de ton side hustle. Donc, en conclusion, je pense que ce qu'on a couvert, c'est de dire que les side hustle, il y a toujours des raisons pour le faire. Il y a ceux-là qui le font pour le fun et il y a d'autres qui le font parce qu'ils ont vraiment besoin de ces revenus-là pour survivre. À un certain moment, ça commence à rapporter plus que notre travail principal. Alors, à ces moments-là, on a envie de le structurer et ça devient un business. On va à fond parce que on veut le grandir et on veut avancer dans cette direction. Mais on peut pas toujours avancer tout seul. On peut ramener à bord des personnes sérieuses, des personnes de confiance qui peuvent nous aider à avancer. Mais aussi, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses parce qu'avec l'intelligence artificielle, on n'a plus besoin de grandes équipes comme avant. Parce que l'intelligence artificielle peut être toute personne qu'on peut engager. C'est-à-dire, on peut être tout seul en train de faire le marketing commercial, les technico-commerciales grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est juste un appel pour tous ceux-là qui ont des idées, par exemple. Vous avez une idée de quelque chose que vous pouvez offrir parce que, comme on le dit toujours sur ces podcasts, tout le monde a quelque chose à offrir. On n'est pas très vieux pour apprendre et on n'est pas trop jeune pour enseigner.
tout le monde est capable de faire quelque chose, d'apporter quelque chose. Et c'est dans ces cas-là où on s'est dit, OK, il n'y a pas le capitaux, ça le plus important. Le plus important, c'est une idée. Quand on a l'idée, on peut l'exécuter avec les amis ou avec l'intelligence artificielle et essayer de voir qu'est-ce que son idée apporte. Quand on essaie vraiment de résoudre un problème qui existe, il y a toujours des preneurs dans la société, il y a toujours des preneurs. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, le business avance, voilà, je gagne beaucoup plus que je ne gagne dans mon travail principal. C'est le moment de le structurer et d'avancer dans cette direction-là. Qu'est-ce que tu as à ajouter dans la conclusion? Oui, alors je vais faire un résumé vite fait. Le hustle, c'est noble, hein, ça démontre le courage, mais sans structure, ça s'épuise. Vraiment, tenez bon, structurez vos hustles. Soyez sûr que vous répondez à un besoin. Soyez sûr que vous répondez vraiment à un besoin spécifique de votre société. Et puis aussi, une entreprise, ce n'est pas que pour les grands, c'est pour ceux qui s'organisent. Il faut s'organiser pour grandir. Et puis enfin, si tu as les outils, aujourd'hui l'Internet est disponible pour tout le monde. L'intelligence artificielle, pour certains cas comme ChatGPT, c'est gratuit en général. Donc il ne manque plus que le déclic pour formaliser ton side hustle. Donc je vous encourage à faire l'équilibre des choses entre ce que vous faites la journée et ce que vous faites à côté. Puis voilà, il y a autre chose que je vais ajouter. On va mettre à votre disposition des outils téléchargeables sur notre plateforme. J'étais en train de penser à quelque chose, David, je t'en ai pas parlé. Les 10 étapes à suivre pour passer du hustle au business. Donc c'est un outil qui sera disponible sur notre plateforme Essika. Vous pouvez télécharger gratuitement. Donc voilà. Ok, super, Jean-Marc. Je pense que on a tout dit. Et s'il y a des questions, on va répondre dans les commentaires sur YouTube et sur Spotify. Ok. Mais voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Et à très bientôt.